Bonjour à tous, François Soulet de Brugière, animateur pour E5T. On va vous présenter un sujet intéressant, les nouveaux carburants hors hydrogène, sachant que l'hydrogène a été traité ce matin. On a pris le choix de présenter ces carburants avec, on va dire, les grandes tendances, parce qu'en fait, il faut bien reconnaître qu'il y a en ce moment foison de solutions qui se proposent, et donc on ne pourra pas les traiter en 1 heure et demie, bien entendu. Par contre, on va essayer de vous présenter les tendances, ce qui se fait aujourd'hui et qui ne se faisait pas hier, ce qui se fera demain, avec toutes les techniques qui sont utilisées, les solutions qui sont proposées, économiquement parlant, évidemment, et puis voir qu'est-ce qui reste à franchir comme étape pour que ces solutions proposées deviennent réelles et fonctionnent dans le transport maritime. Donc, vous allez entendre un certain nombre de gens. D'abord, Emmanuel-Marie Peton, qui est du cluster maritime français, lequel est aujourd'hui le grand organisme fédérateur de tout le monde maritime français, où on retrouve à la fois les industriels, les commerçants, les organisations patronales, les administrations, et tout ça parle d'échanges, du moins, sur le monde maritime, ce qui se fait et ce qui serait bien pour que la France brille dans ce domaine. On verra ensuite des gens qui sont utilisateurs de ces techniques, et donc on a demandé à Brittany Ferry, qui a accepté de venir nous présenter les solutions que lui a retenues aujourd'hui pour être moins carboné. Brittany Ferry, c'est une compagnie ferry bretonne qui est très investie dans la décarbonation de ces flux et qui a pris des solutions intéressantes. Il vous en parlera. Ensuite, nous verrons Madame Lambert, la présidente de la toute jeune société Genvia, qui a démarré au début du mois, mais qui est un beau bébé issu d'une joint venture entre le CEA et Schlumberger, et qui a donc des techniques très élaborées et qui incite les chercheurs et les entreprises à se développer ensemble. Puis nous verrons avec monsieur Glenn Matas une solution pour un nouveau produit dont beaucoup n'ont sans doute encore pas entendu parler, mais qui devient très, très actuel comme carburant, c'est l'ammoniac, avec la société Wärtsilä. Et M. Matas intervient, je le remercie beaucoup, depuis la Finlande, où il est basé, mais il fonctionne bien il y a des sociétés, enfin des filiales Wärtsilä sur la France, qui traitent d'autres sujets que l'ammoniac, en particulier lavage de fumée avec les scrubbers, et puis tout ce qui concerne des solutions pour le transport de gaz. Nous verrons ensuite, avec M. Barra d'Atlantic Energy, une société qui fait la distribution des carburants. Et pour l'instant, on le sait bien, il y a des bateaux, il y a des carburants, mais mettre le carburant dans le bateau, ce n'est pas toujours aussi simple, et c'est un frein assez important pour certains carburants, dont celui dont on a parlé ce matin, d'ailleurs l'hydrogène. On sait bien qu'une grosse partie de la question de l'hydrogène, c'est de savoir comment on va transporter ce produit depuis les usines de fabrication jusque dans les soutes de bateaux. Ensuite, nous aurons M. Xavier de Montgros, qui est le président de l'Association française du bateau électrique, qui va nous parler de toutes les solutions électriques qui existent, sachant que l'électricité, évidemment, ça peut être adapté au bateau, mais ce n'est pas forcément les grands porte-containers qui marcheront à l'électricité. Il nous expliquera pour quel genre de bateau ce type d'énergie est intéressant, et il va nous donner quelques exemples de solutions déjà développées de bateaux électriques. Bon, on ne parlera pas évidemment des tout petits bateaux qu'on voit dans nos parcs et jardins, ni à La Rochelle, les très sympathiques petits bus de mer, mais on parlera de cargo. Et puis enfin, on terminera avec Niels Joyeux, qui est cofondateur de la société Zéphyr et Boré, qui est la première en France et en Europe, je pense aussi, et probablement une des premières du monde, à proposer un cargo à voile, mais un vrai cargo qui va transporter des centaines de tonnes, et en particulier avec son bateau Canopé, qui est en construction, qui va transporter les fusées Ariane depuis la métropole française jusqu'à la Guyane. Et puis, ils ont plein d'autres projets dont il parlera peut-être. Voilà, c'est tout ça dont on va discuter.
encore une fois, notre objectif, c'est simplement de vous présenter des solutions et pas de faire le tour exhaustif de tout ce qui se fait, parce qu'on pourrait parler des rotor sails à effet Magnus, on pourrait parler des voiles de Kate, etc. Mais tout ça, on ne va pas le faire pour se concentrer sur les solutions qui paraissent les plus prometteuses pour les années qui viennent. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Emmanuel-Marie Peton, qui, en tant que responsable de projet au cluster maritime français sur justement les nouveaux carburants, qui va nous faire un peu l'introduction de notre thème. Voilà, je lui laisse la parole. Merci François, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à l'Université d'hiver de Dunkerque d'accorder au cluster maritime français une place et plus particulièrement aux travaux de la coalition pour la transition éco-énergétique du maritime que j'ai le plaisir de piloter avec un certain nombre de partenaires que vous voyez. Cette coalition, nous l'avons lancée en décembre 2019 à l'occasion des assises de l'économie de la mer et en présence d'Emmanuel Macron, dans l'objectif en fait de répondre à une grande demande de nos adhérents suite à un travail que nous avons mené en 2017-2018. 2017-2018, 2 années marquées par des événements assez importants en matière de transition énergétique pour le transport maritime. C'est d'une part des annonces pionnières comme celle de CMA-CGM sur des porte-conteneurs au gaz naturel liquéfié en novembre 2017, et c'est bien évidemment l'emblématique stratégie OMI 2050 sur les gaz à effet de serre. Et un des constats que nous avons dressé pour clore ces 2 années d'enquête, lors d'un séminaire organisé avec et au CEA à Grenoble, d'ailleurs, était de dire l'ensemble des industriels présents et qui représentaient chacun un niveau de la chaîne de valeur logistique mobilité. Donc nous avions aussi bien des bureaux de design, des armateurs, des chantiers, des équipementiers, du BTP, des ports et bien évidemment des armateurs, était de dire qu'en fait, dans l'état actuel des technologies et surtout des modèles économiques, aucune solution ne permettait d'atteindre les objectifs de neutralité carbone et de réduction des émissions à horizon 2050. Et une des grandes transformations de ce transport maritime, parfois accusé un peu violemment et parfois à tort, parce que beaucoup de projets sont déjà engagés, beaucoup d'investissements ont été réalisés par les armateurs notamment, par des équipementiers aussi dans des projets R&D, également par des pouvoirs publics sur beaucoup de financements, que ce soit à un niveau national, à un niveau européen. Souvent, ce secteur-là est l'objet d'attaques, alors que beaucoup de travaux sont faits. Et la grande demande de nos adhérents était de dire, en réalité, et là, si je passe en fait à une autre interface, voilà, puisque nous avons développé une plateforme numérique en 2020, un des grands constats, une des grandes demandes de nos adhérents est de dire que l'ensemble des usages maritimes, littoraux, portuaires, fluviaux, en lien avec les territoires, nous pouvons réfléchir ensemble et nous devons même réfléchir ensemble, car ces objectifs concernent les différentes activités. Certains sont vraiment pris en compte par l'OMI, d'autres non, mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, les objectifs européens, notamment le Green Deal et les travaux qui sont en cours, notamment sur les fuels marins, la taxonomie sur les carburants marins également, l'ensemble de ces travaux aboutissent en fait à une exigence pour l'ensemble de ces acteurs, que l'on soit un gros acteur, un gros armateur, si je puis dire, ou un petit navire de plaisance ou un plus petit bateau de pêche, nous devons de toute façon répondre à ces contraintes réglementaires. Mais parfois, pire que les réglementations, c'est aussi Twitter. Twitter en 212 caractères ou dans un reportage dans une télé, finalement, peut faire beaucoup plus de mal qu'une réglementation parce que c'est parfois direct, immédiat, et ça demande une réaction, ça demande une défense, ça demande des arguments pour montrer ce que le secteur maritime, donc au sens large, en tenant en compte aussi les activités portuaires et notamment le lien aussi avec le fluvial que nous avons, tous ensemble, nous devons atteindre ces objectifs de neutralité carbone et de réduction d'émissions. Et donc, pour faciliter ce travail-là, le cluster maritime, avec ses partenaires, nous avons décidé de développer une plateforme d'information et d'aide à la décision, puisque l'objectif est de comprendre en fait quelles vont être les déclinaisons de ces grands objectifs à 2050, comment nous allons traduire plus concrètement dans des objectifs quantifiés et étalés dans le temps ces objectifs à 2050.
qui va devoir réduire de combien son empreinte carbone et ses émissions de polluants, que ce soit les polluants dans l'atmosphère, mais aussi prendre en compte les polluants et les impacts sur le milieu marin et la biodiversité marine. Et donc, nous travaillons en partenaire et en mobilisant aussi l'ensemble de l'écosystème du cluster maritime français à ces modèles énergétiques, ce triptyque indissociable. Hein. Quels sont les mix énergétiques de ces différents usages? C'est un des grands sujets de cette table ronde. Mais comment aussi nous allons moins et mieux consommer dès aujourd'hui, hein, la sobriété énergétique, mais à plus forte raison encore demain. Et l'efficience énergétique joue un rôle clé pour certains usages qui n'ont pas la possibilité de décarboner complètement leur mix énergétique embarqué. Nous pouvons, grâce à la sobriété, déjà améliorer l'impact environnemental. Et bien évidemment, l'efficience écologique, car les solutions proposées, qu'elles soient en mix énergétique, en efficience énergétique, doivent aussi amener à réduire au maximum l'impact sur la biodiversité ou ne pas créer de nouveaux troubles. Et donc, nous devons réfléchir ensemble et réfléchir à un certain nombre de paramètres et assurer une certaine forme de synchronisation et de cohérence. François, vous l'avez mentionné dans votre introduction, et M. Barra reviendra dessus. Quand on écoute certains énergéticiens, ils disent de toute façon, les énergies, on pourra les produire, on pourra les distribuer. Maintenant, les produire à quel coût, les distribuer à quel coût? Et l'enjeu, c'est certes donc d'avoir des navires, des bateaux, des barges, même derrière aussi réfléchir aux engins de manutention portuaire, aux outils embarqués, ça, pour assurer la propulsion et le fonctionnement de ces plateformes, de ces systèmes. Et l'enjeu aussi est bien évidemment de construire les supply chains énergétiques. Et les deux doivent aller de pair. Hein. Donc nous devons bâtir les modèles énergétiques de demain en comprenant bien quelles sont les technologies et les acteurs clés à promouvoir pour produire, transporter, stocker, distribuer et utiliser les énergies de demain. Et on voit bien que les ports ont un rôle clé, un rôle de plus en plus important dans la production des énergies. Ils étaient déjà clés dans le stockage de ces énergies et dans leur distribution. Et là, demain, il faut remplacer la molécule de pétrole par de multiples énergies. Et donc, il y a un enjeu clé de voir comment se coordonnent, comment se synchronisent les feuilles de route de transformation des navires, des bateaux, des usages en mer, avec la transformation aussi des usages à terre, parce que les camions, les trains ont aussi leur propre transformation. Nous allons tous utiliser demain ces mêmes énergies et donc nous allons devoir peut-être mutualiser un certain nombre de technologies. Et c'est ça l'enjeu un peu de ces modèles énergétiques. Hein. Nous devons travailler et bien comprendre entre nous, c'est l'objectif de cette plateforme. Hein. Si on va sur l'ensemble des secteurs, ce à quoi nous travaillons, c'est bien séquencer et présenter les différentes visions, les différentes feuilles de route de chacun des secteurs, de façon à voir comment les objectifs des uns et des autres sont cohérents et vont de pair. C'est également valoriser les multiples projets qui existent et qui permettent de mieux comprendre aussi ce qui peut demain accélérer la transition éco-énergétique du secteur maritime en lien avec les autres filières avec lesquelles nous avons un certain nombre d'enjeux en commun. L'objectif est évidemment aussi de partager un certain nombre de référentiels et de déterminants parce qu'il faut penser deux choses dans cette transition énergétique. Il y a certes les spécificités de chaque usage, les spécificités techniques, énergétiques, opérationnelles, en fonction de la taille des navires, des designs des navires, des bateaux, en fonction de leur lieu d'opération, qu'on soit dans le deep sea, le short sea, qu'on soit dans des lignes régulières, dans des lignes au tramping, dans des services. Hein, il y aura l'enjeu donc d'adapter aussi ces solutions par rapport à des besoins d'autonomie, de place, de marché, entre le transport de passagers et le transport de marchandises. Il y a un certain nombre de solutions qui vont donc être différentes. Et plus nous partagerons donc nos enjeux, nos objectifs, plus nous pourrons évidemment accélérer et aller plus vite. Et l'intérêt est donc de travailler en commun à la modélisation des chaînes de valeur sur chacune de ces solutions, dans les mix énergétiques, l'efficience énergétique, l'efficience écologique, modéliser quels sont les acteurs qui travaillent à quel niveau de ces énergies pour produire, transporter, stocker, distribuer, utiliser ces énergies, quelles sont les technologies, quelles sont celles qui existent, quelles sont celles qui sont à développer, quels sont les programmes que l'on peut accélérer parce qu'on irait plus vite. Et l'enjeu par-dessus tout ça est de voir les relations entre les différents acteurs. Quels sont ceux qui travaillent
sur l'hydrogène, le GNL et l'ammoniac, quels sont les ponts entre les technologies, puisque, comme ça a été dit très certainement ce matin et comme ça a été évoqué aussi par François à l'instant, ce sont des mix de solutions adaptés à chaque usage et des mix de solutions dans lesquels nous devons penser impérativement la continuité entre les énergies fossiles, les énergies peu carbonées et les énergies décarbonées. Les énergies fossiles ne vont pas disparaître, et surtout pour des usages qui ne peuvent utiliser les autres énergies. Ensuite, nous devons penser l'hybridation entre ces technologies. Les exemples que pourront très certainement illustrer Florence Lambert, Xavier de Montgros, Nils Joyeux permettront aussi d'illustrer ça, et ce qui amène aussi le maritime à devoir impérativement travailler à la déclinaison de ces objectifs à 2050, à se fixer des objectifs à l'instar de ce qu'a fait la Norvège pour la navigation littorale et côtière, mais aussi ce qu'ont fait d'autres pays d'Europe du Nord ou des pays d'Asie, parce que c'est en se fixant des objectifs sur des navigations à zéro émission, sur des flottes portuaires également zéro émission, sur des ensembles portuaires vertueux, c'est comme ça que nous pourrons tirer l'industrie et surtout aller très très vite sur les tests. Une fois que nous aurons bâti des référentiels, que nous aurons pu faire un certain nombre de comparatifs entre énergies, que ce soit d'un point de vue technologique, économique, d'acceptabilité sociale, de disponibilité, de production, aujourd'hui, à 2025, à 2030, à 2050, quand nous aurons pu aussi voir l'évolution de certaines technologies, ce sont des tableaux sur lesquels nous travaillons avec les différents acteurs. Pierre-Emmanuel, oui. Excuse-moi, il faut qu'on abrège là pour pouvoir passer les autres. Est-ce que cette présentation sera disponible? Alors ça, le tableau, non, on partage des visuels en PowerPoint, donc on pourra le faire. Oui, et on fait parce un certain nombre qu'elle est de toute... démonstrations de temps en temps au cluster. Ouais. Oui, parce qu'elle est tout à fait intéressante, effectivement. Et je le verrai d'ailleurs avec tous les intervenants, si on peut donner vos coordonnées pour que quelqu'un qui est intéressé puisse vous contacter, ou en tout cas me donner un point de contact, parce que ça sera très important. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Ça montre tout ce qui se fait. Je crois qu'il y a un élément aussi sur lequel il faut bien insister, c'est qu'un bateau s'est construit pour 20 ans, c'est rentabilisé en 20 à 40 ans. Un moteur, c'est pareil. Et donc, il faut tenir compte de ces éléments-là avant de dire « Ah, mais telle technique qu'on a portée au nu il y a 2 ans, ben, elle n'est plus valable parce que je ne sais pas quoi. Hein, un moteur au GNL, ça pète comme 30 millions de vaches, alors c'est incroyable. » Alors, très bien, mais enfin, ceux qui mettent des bateaux au GNL, ben, aujourd'hui, il faut qu'ils les fassent tourner et c'est déjà un apport considérable pour la planète. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Brice Robinson, qui est donc le responsable chez Brittany Ferries du suivi et de la construction des bateaux. Voilà, avec le micro, excusez-moi, ça sera mieux. Bonjour à tous, merci de nous faire participer. Donc j'ai effectivement pris au pied levé la présentation à la place de notre président, qui ne pouvait pas se rendre disponible, Monsieur Jean-Marc Rouet. Donc je suis moi-même, comme on l'a dit, en charge du service études et projets chez Brittany Ferries et qui s'occupe donc de la construction des nouveaux navires ou des modifications, des grosses modifications sur les navires existants. Alors dans le cadre de cette présentation, donc ont été incluses des images du projet Honfleur, qui est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années. Alors malheureusement, ce projet a été stoppé du fait de deux facteurs, c'est-à-dire que le chantier qui est FSG en Allemagne, qui avait en charge sa construction, a rencontré des grosses difficultés financières et il a subi une mise en redressement judiciaire. S'est rajouté à cela la crise sanitaire et donc ce navire qui a été fini à peu près à 80% et malheureusement été stoppé. Mais par contre, c'est un bon exemple d'intégration d'une logistique GNL originale parce que effectivement, dans la problématique de ces nouveaux carburants qu'on est amené à utiliser,
C'est au fait la chaîne logistique qui est à organiser autour de ces navires. Et donc faire en sorte que ces nouveaux carburants soient dont les bénéfices au niveau environnemental sont bien connus, hein, au niveau du GNL, on le sait, donc particules fines réduites, émissions de NOx permettant d'être en accord avec le tiers 3, très peu d'émissions de soufre, et voire quasi nul, parce que le gaz n'en contient pas. Et ça, donc par contre, la problématique de ce nouveau carburant, c'est que vu les volumes dont on a besoin du fait de la consommation de ces navires, qui ont une puissance installée d'environ 30 MW pour un ferry transmanche, nous conduisent à le stocker sous forme liquéfiée. Et donc, faire venir ce carburant dans les ports où l'on opère nos navires, c'est quand on est les premiers utilisateurs, c'est un vrai challenge parce que la chaîne de distribution est encore très, très embryonnaire. Et puis, ensuite, pour que ce carburant soit viable, il faut qu'au niveau économique, le coût final de la molécule soit pas trop éloigné de notre valeur énergétique de référence, qui est le fioul lourd, et utilisé encore sur beaucoup de nos bateaux. Et donc, quand on a commencé à étudier le projet du Honfleur, on avait comme tout ce que vous avez pu voir vous-même sur différentes présentations du GNL, les trois grands modes d'approvisionnement, c'est le truck to ship, ce sont des camions citernes qui vont vers le navire et on transfère ces camions citernes donc sur un réservoir fixe du bateau. C'est la solution qui avait été retenue, disons, une solution un peu hybride qui avait été retenue notamment sur le Viking Race, donc qui effectue des rotations entre Turku et Stockholm, qui était le pionnier dans l'utilisation de ce type de carburant. Je dis hybride parce qu'en fait, il transférait les camions sur un petit bateau qui ensuite venait faire ce qu'on appelle du ship-to-ship, donc un transfert du GNL d'un navire souteur vers le navire qui va utiliser ce GNL. Et ensuite, la troisième solution, c'est ce qu'on appelle le terminal to ship. Alors, quand le port a donc un terminal GNL à proximité du lieu d'accostage du bateau, ça permet également de transférer le GNL donc à bord du navire. Cependant, quand on étudie ces trois solutions dans un port où on n'a pas de possibilité d'installer un terminal, tout simplement parce qu'on est le premier bateau à utiliser du gaz et on ne peut pas répercuter le coût de l'investissement d'utilisation d'un terminal pour un seul navire. Également, l'installation d'un terminal au sein d'un port dans lequel des habitations sont proches, des activités autres foisonnent tout autour du lieu d'accostage du ferry, sont des installations qui ne sont pas du tout évidentes à installer, ça demande beaucoup de travail, des études Céveso notamment, des études de risque. Donc, c'est des projets on peut dire à peu près à 5 ans, donc ce qui est plus long que la construction d'un navire qui normalement est à peu près de 2 ans et demi. Et la solution qui nous restait, à savoir faire venir un navire ravitailleur, ça, c'était pas possible non plus parce que pour un seul bateau, faire venir un souteur GNL d'un port à partir duquel il peut se souter, comme à Rotterdam, Dunkerque ou autre, c'est pour alimenter un navire sur la Manche centrale, c'était pas intéressant, bien trop coûteux. Et l'autre solution de l'approvisionnement par camion, les durées d'escale ne nous permettent pas de s'amuser à faire le plein d'un navire à partir de simples camions citernes.
faut savoir qu'un camion citerne fait à peu près, on va dire, 15 tonnes de GNL, ce qui n'est pas suffisant, évidemment, pour faire des rotations sur un navire de cette taille-là. Il nous faut à peu près 20 fois cette quantité pour assurer des rotations hebdomadaires. Et puis en plus de cela, le transfert d'un camion citerne à bord d'un ferry, ça prend à peu près, à peu près 1 heure. Donc on ne peut pas étendre les escales d'un bateau sur notre schéma de rotation. Il faut savoir que dans disons, pour optimiser la consommation de nos navires, il est absolument important de rendre les escales les plus courtes possibles. C'est-à-dire que pendant les temps d'escale, il faut qu'on arrive à faire le déchargement, le chargement des véhicules, même chose et aussi des passagers, et qu'on fasse aussi le soûtage. Et sur ce navire, qui était prévu d'opérer entre Portsmouth et Ouistreham, les escales font habituellement 1 heure et demie. Et donc, on souhaitait rester dans ce schéma-là et sans que la logistique GNL perturbe le bateau. Il faut simplement savoir que quand on économise un quart d'heure d'escale, de temps d'escale, sur un navire comme celui-là, on gagne donc un quart d'heure de traversée à la mer. Un quart d'heure traversée à la mer, c'est 1 nœud de moins de vitesse moyenne. Un nœud de moins de vitesse moyenne, c'est 15% de consommation en moins sur la traversée. Donc sur une année, c'est considérable. Donc c'est absolument important que dans l'utilisation de ces nouveaux combustibles, on arrive au fait à caler notre logistique de livraison de manière à ne pas perturber cette durée d'escale. Parce que ça serait complètement contre-productif d'avoir en fait à allonger le temps d'escale pour permettre le temps de soûtage nécessaire. Parce que ça voudrait dire simplement qu'on serait obligé d'aller plus vite à la mer. Alors déjà que le GNL à la base est un peu plus cher que le fioul lourd, si en plus on doit faire naviguer le bateau plus vite, le modèle économique il tombe à l'eau. Et alors, partant de toutes ces contraintes, on s'est dit bon bah voilà, on a un bateau qui est pas, enfin donc est un consommateur assez important, mais pas non plus trop important, parce que bon c'est un bateau qui était prévu pour aller à une vitesse de service d'à peu près 21 nœuds. Il faut savoir qu'on a des navires qui sont plus rapides, qui opèrent sur le Grand Ouest, en Espagne, et qui eux vont à des vitesses supérieures et sont des plus gros consommateurs. Donc on a réfléchi, puis on s'est dit bon bah voilà, on peut pas faire venir de navire soûteur. Le terminal GNL, ça verra pas le jour avant plusieurs peut-être décennies. Les camions, c'est possible, on peut les faire venir. On a une solution de remplissage au terminal de Dunkerque, dans le nord de la France. C'est pas trop éloigné de Ouistreham. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre cette problématique de temps de transfert des citernes mobiles routières sur notre bateau? Et donc, on a réfléchi à cela et on s'est dit, les superstructures du bateau ne sont pas si grandes que ça, parce qu'en fait, c'est un bateau qui est assez orienté fret. Il a donc un grand garage. Il faut savoir qu'un ferry, ce qui dimensionne sa coque, sa longueur de coque, c'est sa capacité de garage. Il a des superstructures qui sont pas moyennes, on va dire. Il y a des ferries notamment les ferries scandinaves, ont des superstructures bien plus étendues. Et il nous reste de la place sur l'arrière. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de charger les citernes mobiles à bord et de les transférer petit à petit lors du trajet du navire? Et alors au début, on a été parti sur des citernes, des camions citernes simplement. Et puis comme on est un navire roulier, on s'est dit tiens, bah pourquoi pas faire monter des camions à bord d'un ferry. C'est quand même la qualité d'un ferry. On va essayer cela. Alors simplement, la logistique d'avoir à amener des camions citernes, de les faire rouler, de les faire monter suffisamment haut au niveau du pont numéro 7, c'est-à-dire au-dessus des ponts garages, était un peu complexe. Et donc, on a étudié l'alternative d'utiliser donc des
des containers. Et donc, partant de ce principe de logistique, le portique à containers s'est imposé de lui-même. Et donc, ça nous a permis, en fait, sur un navire comme ça, sachant qu'un container nous permettait de faire un peu plus qu'une traversée, donc il nous fallait 2 containers à bord pour assurer un aller-retour. Et en rajoutant 2 autres containers, ça nous permettait de remplir une capacité fixe à bord de taille modeste, de 150 mètres cubes, qui permettait de faire un tampon et d'assurer, en fait, en cas de rupture de logistique à terre, parce que quand on transporte le GNL par la route, on peut être soumis à des conditions météo défavorables, un accident, une grève, des travaux. Donc, en fait, on voulait assurer 2 jours et demi d'autonomie au navire. Donc, c'est ce qui a conduit au concept du Honfleur. Ok, voilà, je crois que j'ai atteint Monsieur Robinson, il va falloir qu'on arrête. Là, je excusez-moi. suis désolé. C'est parce que c'est fort intéressant et en plus, ça montre bien, c'est un des éléments de cette table ronde, qu'il n'y a pas que des yakas et des faucons. Il faut que tous les paramètres soient optimisés et que ce que vous venez de nous dire, ne serait-ce que sur le fait de mettre le carburant plus haut ou plus bas, c'est un problème. Le fait de faire du soûtage dans des villes avec des habitations autour, c'est un problème. Et que ce bateau et cette solution remplit bien cette fonction justement d'optimiser les paramètres pour permettre à un nouveau carburant d'entrer en vigueur. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On va passer la parole maintenant à Florence Lambert, qui est une toute jeune maman, puisque sa société a quelques jours, 15 jours. Voilà. Mais vous allez nous expliquer ce que vous faites, avec qui vous le faites, et à quoi ça va servir pour le maritime. Très bien, très bien. Merci. Et oui, donc jeune maman, mais pour la société. Donc, alors, tout d'abord, je me présente, donc Florence Lambert. Jusqu'à il y a quelques mois, je dirigeais le CEA Liten, qui est l'institut du CEA, vous savez, qui porte la transition énergétique, qui représentait 1 millier de chercheurs depuis le solaire, l'hydrogène, les batteries et l'efficacité énergétique. Et donc, effectivement, et je vais vous raconter l'histoire, on est parti sur une trajectoire entrepreneuriale pour faire sortir nos technologies du laboratoire. Voilà. Alors, peut-être un peu en préambule, je vais un peu osciller entre vous parler de nouveaux carburants, mais aussi d'hydrogène, parce que, en fait, aujourd'hui, c'est quand même une des grandes vertus de l'hydrogène. Je pense que ça a été pas mal dit ce matin, c'est que l'hydrogène va être utilisé tout seul, va être utilisé accroché à des molécules de carbone ou des molécules d'azote. Et c'est vraiment aujourd'hui tout le potentiel qu'on peut voir autour de cette filière. Donc, il va avoir beaucoup de déclinaisons. Et puis, peut-être aussi pour partager avec vous une vision du monde, je crois qu'on le voyait tout à l'heure très bien dans l'image qui était présentée. Pour moi, il va être multivectoriel. Donc, on va avoir de l'électricité, on va avoir des réseaux de gaz, on va avoir des réseaux de chaleur. Ce qui va être important, c'est de pouvoir faire dialoguer tout ça et d'avoir des unités de transformation comme ce que l'on va développer, qui permet de passer, donc ce sont vraiment des passerelles d'un monde à un autre, d'un vecteur à un autre, ou des transporteurs d'énergie, des énergies carrières en très mauvais français. Et c'est là où, je suis contente de l'intitulé de cette table ronde et de cette journée, parce que c'est là où le monde maritime va avoir beaucoup à faire et peut-être en mesure de changer la donne énergétique mondiale. Moi, je suis assez persuadée, à côté de mes précédentes fonctions, j'ai coordonné le plan hydrogène français. Et assez vite, on s'est dit qu'il va y avoir une complémentarité entre batterie et hydrogène sur les transports. Mais il va y avoir une place à part de l'hydrogène et des combustibles autour de l'hydrogène, parce que c'est formidable dans la révolution qui nous arrive aujourd'hui des énergies renouvelables, d'avoir des spots de production partout au Chili, au Maroc, en Australie, très très bas coût. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on le transporte? Et donc, c'est là où aujourd'hui, on a vraiment une concentration de réflexion autour de ce transport. Et il n'y a pas d'autre façon que le maritime. Et bien sûr, il faudra aussi que le maritime se préoccupe de transporter tout ça de manière propre. Donc, c'est pour ça que dans la panoplie, la société va regarder en particulier notamment l'ammoniac, qui est aujourd'hui vraiment vu
comme le mode de transport de l'énergie le plus efficace, notamment si on continue mon histoire où on produit de l'énergie au Chili, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, cette histoire a commencé il y a une quinzaine d'années au CEA, et je voulais insister sur le fait que quand on veut partir sur une filière, en particulier dans l'énergie, il faut des temps longs, en fait. On peut faire des startups dans notre garage, je pense que ça existe, notamment peut-être plus sur des sujets à très haut numérique. Mais quand on doit maturer une filière technologique et derrière mener une industrialisation massive comme on l'envisage, il faut un certain temps. Donc, pendant ces 15 ans, mes collègues du CEA ont maturé la technologie donc pour la porter donc, à un certain niveau en travaillant un modèle qui s'appelle la recherche technologique, en fait. C'est-à-dire qu'on se situe entre la recherche amont et l'industrie. Ça veut dire que 60% des effectifs de la recherche viennent de l'industrie et parlent la même langue. Et ça veut dire que nos plateformes, ce n'est pas tellement des laboratoires, mais c'est plutôt des petits pilotes qui permettent d'initier déjà des trajectoires industrielles et puis de pouvoir dérisquer. Donc, ça nous a amené à il y a une année où on s'est dit, justement, notre technologie a beaucoup d'intérêt. Donc, je vais les décrire. Donc, le point de fonctionnement de la technologie est à 700 à 800 degrés et ça va lui permettre d'avoir 3 usages. Le premier, c'est de fonctionner en électrolyse. Alors là, du coup, moi, je prends du courant, je prends de l'eau. Justement, le fait d'être entre 700 et 800 degrés fait qu'on ne va pas avoir de l'eau liquide, mais de l'eau vapeur. Et tout de suite, par rapport à n'importe quelle technologie d'électrolyse, je gagne 15% de rendement. Donc ça, c'est important. Donc, premier marché que l'on va regarder, c'est ce que vous avez dû évoquer ce matin, c'est notamment l'électrolyse, avec une particularité qui est que sur la base de la même quantité de courant, on va être beaucoup plus efficace, ce qui veut dire qu'on va avoir une molécule d'hydrogène beaucoup moins chère. Le deuxième avantage, c'est que toujours, le fait d'être entre 700 et 800 degrés fait que notre technologie, elle est complètement réversible. Donc, en fait, elle va fonctionner en mode électrolyse, comme je vous disais à l'instant, mais aussi en mode pile à combustible, et c'est le même cœur de technologie. Donc, ça, c'est important parce que je vous parlais tout à l'heure du monde du renouvelable qui cherche à se déployer, qui va avoir besoin de flexibilité de stockage. Donc, notre dispositif va pouvoir, dans un sens, produire de l'hydrogène et puis, quand c'est important, le reconvertir et produire l'électricité. Et le troisième usage, donc c'est celui qui va plutôt concerner le maritime, c'est que quand on est en mode pile à combustible, en fait, et toujours grâce à notre fonctionnement haute température, on peut partir sur n'importe quel combustible pourvu qu'il y ait de l'hydrogène. Et en particulier, on va regarder avec des partenaires ce sujet de combustible à base d'ammoniac, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on est vraiment convaincu que ça va être un média de transport de l'énergie et que justement, il va falloir proposer aussi au monde du maritime des solutions pour transporter de manière propre et efficace toute cette énergie, en plus du fret actuel. Alors, pour en tout cas vous dire de là où nous en sommes, donc aujourd'hui, comme vous le précisiez tout à l'heure, la société vient juste d'être créée. Elle a été créée donc entre le CEA, qui continue d'être un des actionnaires majoritaires, mais aussi la société Schlumberger, qui souhaite au passage partir sur d'autres trajectoires que celles du pétrole. Et je pense que Schlumberger n'est pas unique aujourd'hui dans l'orientation vers les technologies décarbonées. Et qui va être l'autre actionnaire majoritaire. Ensuite, à bord de Genvia, vous allez avoir d'autres acteurs qui vont plutôt représenter les applications. Nous avons le groupe Vinci et nous avons Vicat. Alors, Vinci qui vient avec plusieurs casquettes, celle de la construction, mais celle aussi des aéroports, celle aussi des concessions autoroutières. Et puis Vicat, parce que vous voyez, avec ces nouveaux carburants, on synchronise tout le monde, parce que un des gros soucis des cimenteries, c'est les émissions de CO2, 4%. Le CO2 peut aussi se combiner avec de l'hydrogène et puis faire des molécules de synthèse. Donc, vous voyez, avec l'hydrogène, on n'a pas fini de faire des mécanos moléculaires avec tout un tas de secteurs. Et pour moi, c'est la grande force aujourd'hui. Donc, cet actionnariat-là, j'y arrive, est stabilisé. Donc, on a fait notre closing il y a 15 jours. Et donc, on est parti, donc on est né il y a à peu près une dizaine de jours. Alors maintenant, quels sont les grands challenges?
Donc là, l'idée, c'est de partir sur 3 lieux différents. Le premier, c'est de ne surtout pas se couper de l'innovation du CEA, hein, parce qu'il va falloir industrialiser et on a encore besoin du CEA pour nous aider à bien atteindre nos cibles, hein, de production, donc en faisant les tests, en faisant la caractérisation. Ça, c'est le premier point. Et puis, on est ravis de faire des usines, mais quand même, ce qu'il faut, c'est que les usines soient rentables avec des technologies innovantes dans les 40 ans qui viennent. Donc, l'idée, c'est aussi de garder ce lien pour avoir accès continu à l'innovation sur l'ensemble du sujet. Donc, le premier lieu va être le transfert très technique à Grenoble. Le deuxième, ça va être notre usine de production qui est sur le site de Schlumberger Cameron à Béziers. Et donc, ça, c'est vraiment un endroit formidable parce que c'est une vieille usine, hein, qui a une centaine d'années. Et là, nous avons l'opportunité de la faire revivre avec ces technologies, hein, autour des transports et autour de l'hydrogène. Et donc, on a déjà lancé un certain nombre de choses puisque les équipements arrivent dans quelques semaines et nous allons produire à partir de fin juillet. Voilà. Donc, vous voyez, on est très actifs, bien que juste né. On va déjà partir dans une trajectoire industrielle à partir du mois de juillet. Et puis la troisième branche, c'est que assez vite, on s'est dit qu'il fallait absolument maîtriser ce cœur de techno, hein, c'est ça qui va être industrialisé, c'est ça qui va vraiment avoir les objectifs de production en visant vraiment des cibles technico-économiques qui sont les bonnes en fonction des secteurs. Donc ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Dans les technologies de l'hydrogène et où, quand on intègre des nouveaux combustibles, il faut aussi vraiment se préoccuper de toute la chaîne de la valeur, notamment la partie système. Ce qu'on appelle dans les systèmes d'hydrogène le balance of plant. Donc, la société va intégrer ça et ça sera fait par Schlumberger Clamart en pouvant vraiment bénéficier de tout le savoir-faire autour notamment des méthodes de fiabilité. Voilà. Donc, quelques chiffres. Hein. Donc, aujourd'hui, on va être en capacité donc, de produire à partir du mois de juillet. Pour nous, on va avoir nos premiers modules qui vont être à l'échelle de 100 kW à partir de 2022. Et puis, on va être à l'échelle des mégawatts à partir de 2023-2024. C'est dès à présent une quarantaine de personnes. Hein, et si j'intègre les actions que nous avons avec le CEA, c'est plus de 80 personnes. Donc, vous voyez, on est à peine né, mais on n'est pas une start-up pour autant. Et on est très lucide sur les phases qui s'offrent à nous. Hein. Donc, c'est-à-dire 4 ans entre maintenant et 2024 pour démontrer la viabilité industrielle, hein, de la technologie sur la base des performances de production, sur la base de nos cibles technico-économiques, mais aussi sur la base de l'appétit des marchés. Et après, l'idée, c'est un grand rendez-vous en 2024 pour appuyer sur le bouton d'une Gigafactory, donc qui devrait produire à partir de 2030, en tout cas à l'échelle des gigawatts, donc sur l'ensemble des applications que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'électrolyse, à la fois nos systèmes réversibles qui seront plutôt gréés pour accompagner le renouvelable, et puis aussi les piles à combustible qu'on imagine utilisées dans le domaine du maritime. Alors, pour rester un petit peu sur ces sujets-là, donc je connais un petit peu le sujet d'électrification, notamment de ces grands engins du maritime, hein, puisque je suis toujours la marraine d'Energy Observer. Comment ça se passe entre ces technologies? L'idée, c'est que probablement des piles à combustible de type PEM et utilisant essentiellement de l'hydrogène vont accompagner l'électrification, hein, d'une certaine typologie de bateaux jusqu'à de la grosse plaisance. Mais dès lors qu'on va adresser des puissances au-delà de 50 mégawatts et bien au-delà, hein, puisqu'on va se spécialiser dans le segment de la centaine de mégawatts, hein, au niveau de notre dimensionnement du cœur de techno, et où il faudra s'affranchir des problématiques de pureté de l'hydrogène, hein, quand on a besoin d'assurer l'approvisionnement en combustible, et bien, ce sont plutôt ces technologies à haute température qui sont envisagées. Voilà. Et donc, c'est pour ça que pour Genvia, l'idée, c'est de travailler avec vraiment tous les acteurs du naval, de sorte à pouvoir sortir, sur la base de cette technologie, une filière maritime propre
en mettant vraiment à disposition ce cœur de technologie. Alors, peut-être pour conclure, en fait, on est délibérément dans le cadre de la stratégie française-européenne, puisque Genvia fait partie des lauréats qui s'inscrivent dans les discussions avec l'État français sur l'IPCEI. Donc, vous voyez, l'idée de pouvoir vraiment inverser la tendance que l'on peut voir aujourd'hui sur tout un tas de sujets, notamment dans l'énergie, on va plutôt acheter des technologies. Donc là, sur la base d'un savoir-faire français, plus de 40 brevets du CEA, l'idée c'est d'avoir une partie vraiment de toute la production qui soit produite en France, donc sachant que Genvia ira jusqu'au module, et de travailler ensuite avec tout un tas d'acteurs dans le cadre d'un écosystème le plus possible français et en tout cas européen. Voilà. Donc simplement peut-être pour conclure, donc merci, oui, il faut conclure parce que nous sommes pas une start-up. Et donc, voilà, 2 phases qui s'offrent à nous, donc jusqu'en 2024, donc travailler sur l'industrialisation et à partir de 2024, industrialisation massive. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce que je trouve génial dans le monde maritime, c'est que, vous voyez, certains parlent en dizaines de milliers de tonnes, d'autres en nœuds. Ils essayent de gagner un nœud ou deux pour faire des économies. Et puis vous coupez des molécules. Alors, on est vraiment dans tout le registre scientifique et économique. C'est ça qui fait la beauté de cette profession maritime, voilà, de ces professions maritimes. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Glenn Matas de la société Wärtsilä, qui a déjà conçu un moteur à ammoniac. Monsieur Matas, c'est à vous. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Je suis heureux d'avoir la possibilité de participer à cette table ronde. Et d'abord, je voudrais faire un petit histoire pour une réflexion sur le temps qu'il faut pour développer les nouvelles combustibles, etc. Et je prends l'exemple de GNL. En fait, GNL était un combustible que nous, on a commencé à utiliser dans nos moteurs au gaz déjà en 1995. Le premier moteur installé sur un bateau était mis en place en 2003 sur le méthanier fabriqué au chantier d'Atlantique pour Gaz de France en 2003. Et c'est que dans les dernières années qu'on voit qu'il y a un certain volume de bateaux produits et sous construction qui sont avec GNL comme combustible, ce qui fait que ça a pris quand même très longtemps pour avoir GNL utilisé comme un combustible normal sur le bateau. C'est clair que dans le contexte d'aujourd'hui, avec toutes les pressions sur la diminution de CO2, etc., écologie, etc., c'est clair que peut-être d'ici vers le futur, ça sera peut-être des combustibles renouvelables, non carbonés qui vont être développés plus vite que ça. Mais c'est clair, ça prend quand même du temps pour développer les combustibles et surtout de développer les moteurs, etc., qui peuvent utiliser ces combustibles. Nous, chez Wärtsilä, aujourd'hui, on travaille sur tout type de combustible. C'est clair que GNL, c'est de base pour nos moteurs d'aujourd'hui. Mais dans l'avenir, on voit aussi les choses comme GNL ou GNL synthétique peut-être arriver aussi. Et l'avantage avec ce type de combustible, c'est qu'il peut être utilisé comme tel dans nos moteurs déjà aujourd'hui. Après, bien sûr, on voit aussi la possibilité d'utiliser de l'ammoniac, hydrogène et méthanol. Ça, c'est les trois combustibles que nous on fait étudier aujourd'hui dans nos moteurs. Aujourd'hui, on va parler un peu plus tôt d'ammoniac. Et si on regarde d'abord l'ammoniac comme combustible,
c'est clair que c'est un combustible qui si c'est pas fabriqué sur base de gaz naturel, c'est un combustible non carboné. Et c'est déjà un matériau qui est utilisé dans l'industrie, etc. C'est disponible. Par contre, pas en version verte. C'est un combustible qui peut être transporté facilement dans les flottes de bateaux LPG aujourd'hui, par exemple. Par contre, il y a un certain nombre de désavantages aussi avec l'ammoniac et entre autres le taux d'énergie par volume dans l'ammoniac, c'est quand même beaucoup plus faible que le GNL, ce qui fait qu'on a besoin d'aujourd'hui, pour avoir la même énergie qu'un GNL, il faut avoir un volume presque 2 fois de ce qu'on a au GNL, ce qui fait que ça va prendre plus de place sur le bateau. Une autre chose qui est aussi à prendre en compte, c'est que bien sûr l'ammoniac c'est très toxique et il faut vraiment mettre en place le système de sécurité pour lutter contre la toxicité. Et ce qui fait que l'aspect sécurité, c'est quand même quelque chose qui doit se développer. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a par exemple, les sociétés de classification qui travaillent beaucoup déjà sur ces sujets-là et nous, on travaille avec eux aussi d'ailleurs pour essayer de créer de réglementation. Nous, dans notre développement d'aujourd'hui, on a déjà démarré à étudier l'ammoniac déjà en 2018. Et l'année dernière, et en 2020, on a fait beaucoup de recherches sur l'ammoniac dans une salle de combustion qu'on a créée dans notre laboratoire en Finlande. Et on a essayé d'étudier comment il comporte l'ammoniac, etc. Et on sait aujourd'hui déjà que il brûle pas très facilement dans ce moteur diesel et il faut adapter le moteur vraiment pour justement ces combustions-là. À partir de cette année ici, on va avoir en fait, on est déjà en train d'installer notre premier moteur réel dans le laboratoire en Finlande. Et on va commencer les essais sur ces moteurs-là à partir de mois de juin cette année. C'est ce que nous, on utilise comme technologie pour brûler l'ammoniac. C'est la technologie de nos moteurs Wärtsilä 31DF Dual Fuel, qui aujourd'hui est un moteur qui tourne parfaitement bien au GNL. Mais on va essayer d'utiliser au maximum le même type de technologie pour commencer à utiliser l'ammoniac. On a le moteur qu'on a dans le laboratoire, c'est un 6 cylindres 31DF en fait. Pourquoi on a décidé de prendre le 31DF, c'est parce que c'est le dernier moteur développé et il est conçu avec la dernière technologie au niveau suralimentation, par exemple, suralimentation de ces tâches. On a aussi l'action de soupape électro-hydraulique, ce qui fait qu'on a une flexibilité à jouer sur l'ouverture et fermeture de ces soupapes, etc. On a aussi un système de pilot fuel basé sur une technologie Common Rail. Et on a aussi notre dernier système de automatisation, contrôle de combustion aussi sous ces moteurs-là. Ce qui fait qu'avec ces moteurs-là, on va essayer d'optimiser le moteur pour fonctionner bien aussi au ammoniac.
Une chose qu'on a noté déjà dans nos tests dans la chambre de combustion, c'est que dû au fait que l'ammoniac brûle lentement dans le moteur, ça va créer aussi des émissions NOx plus importantes qu'on a sous le moteur GNL. Ce qui fait qu'on pense qu'on va avoir besoin d'installer aussi de SCR sur ces moteurs-là pour justement lutter contre le NOx. Mais ça, c'est quelque chose qui va être, bien sûr, défini un peu plus tard au cours de ce développement. On va d'abord commencer l'essai avec un mélange d'ammoniac et GNL dans le même cylindre. Et on va commencer doucement avec un mélange à 30% d'abord, après à 50%, et on va monter pour voir comment la combustion se comporte, etc. Comme combustible de pilote, on pense d'utiliser un MDO synthétique ou bio-MDO en fait, pour être plus écologique possible en fait. Notre objectif aujourd'hui avec le testing, c'est d'abord démarrer cette année ici avec le moteur réel. Après, l'année prochaine, on va mettre en place un deuxième moteur de essai. Et on a comme objectif de pouvoir avoir un moteur dual fuel utilisant ammoniac sur le marché dans les années 2024-2025 à peu près. C'est notre objectif d'aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, c'est très, très gentil à vous de nous avoir présenté tout ça. Merci beaucoup. Ça nous montre que c'est compliqué de faire un nouveau moteur. Ça prend du temps, comme vous le dites, et on l'a dit tous les uns après les autres. Et donc, il faut du temps au temps pour que ces nouvelles technologies rentrent effectivement en vigueur et qu'elles soient adoptées ensuite par les compagnies maritimes qui vont les utiliser. Donc, on suivra avec intérêt, en tout cas, les avancées de votre solution ammoniac, sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'ammoniac, c'est quand même un produit extrêmement toxique. Et moi, je pense, quand il va y avoir des naufrages, par exemple, il y a intérêt à ce que les cuves ne s'ouvrent pas trop, parce qu'autrement, ça va faire drôle pour les poissons, il faut reconnaître. Voilà. Donc, mais vrai. Vous l'avez dit, les sociétés de vérification réfléchissent avec vous sur ces sujets-là, et ça sera très bien. Je vais passer maintenant la parole à M. Barra. Ben lui, il est chargé, en fait, c'est le tuyau entre le bateau et le producteur, et ben, ce n'est pas si simple que ça d'être un tuyau. Monsieur Barra, vous avez la parole. Bonjour, merci. Donc, merci de me donner la parole. Merci à 5T, pardon, à E5T de nous avoir demandé d'intervenir. Nous étions déjà intervenus, donc je vais donner aujourd'hui quelques résultats finalement par rapport à ce qu'on avait présenté il y a 2 ans, qui étaient des situations encore à l'état d'étude et qui sont passées maintenant dans des véritables réalisations. Donc, les biocarburants aujourd'hui sont effectivement une alternative au gazole. Ce qu'on appelle les biocarburants, on va retrouver des produits du type HVO qui sont hydrovegetable oil, qui sont fabriqués à partir de produits agricoles. On va retrouver aussi des XTL, c'est-à-dire des transformations d'un certain nombre de produits tels que la biomasse qui va donner ce qu'on appelle le BTL, qui est la biomasse to liquid. Et puis, on va avoir également ce que l'on a appelé le GTL, le gaz to liquid. Donc, je voudrais simplement reprendre un peu le GTL parce que c'est sur ce produit-là que nous avons été très actifs sur ces dernières années. Donc, sur le GTL, qu'est-ce qu'il est? C'est un carburant de synthèse produit à base de gaz naturel. Il est transformé en carburant liquide sur des molécules grandes et régulières qui permet une meilleure combustion
du produit. Il a des avantages majeurs par rapport au gazole et par rapport aux produits qu'on utilise aujourd'hui. Et dès que j'aurai fini là-dessus, je vous expliquerai après tous les incidences que ça a eu sur la distribution. Donc, ce produit, il est très avantageux puisqu'il émet beaucoup moins de NOx. Justement, on parlait de NOx là, il y a quelques instants. Donc, le NOx est beaucoup plus toxique que le CO2, en tout cas pour les personnes physiques. Donc, il a une réduction très, très importante puisqu'elle peut aller plus ou moins entre 16 à 60% de réduction en fonction des moteurs. Alors, sur ce point-là et sur ces NOx, avant de revenir aux autres améliorations, il faut savoir, comme ça a déjà été dit, que l'ensemble de nos flottes, qu'elles soient fluviales ou qu'elles soient maritimes, puisque nous sommes dans les deux activités au niveau de la distribution, nous sommes sur le temps long au niveau des navires. Donc, un navire, on disait 40 ans, un navire dans le fluvial, sur son temps moyen aujourd'hui en activité sur l'ensemble de l'Europe, les bateaux ont en moyenne 30 ans d'existence aujourd'hui et fonctionnent avec des moteurs qui peuvent être plus ou moins anciens, avec des règles de changement de moteur. Malheureusement, pour expliquer aussi aux étudiants qui nous écoutent, sur les nouvelles normes définies aujourd'hui en CNR6, c'est-à-dire des moteurs qui seraient très réducteurs en termes de pollution, eh bien, ces moteurs n'existent pas encore. Donc, ils sont déjà dans les textes, mais les motoristes ne les ont pas encore sortis des bancs d'essai. Donc, on va voir que c'est ça le problème que nous avons, nous, par rapport à toutes ces énergies dont on parle depuis ce matin, c'est la problématique du temps long. Donc, il y a le temps court, et c'est plutôt sur ce point de vue-là que nous sommes basés, c'était justement de distribuer des produits sur le temps court dit de transition. Je reprendrai, juste pour le dire, par rapport à ce qu'on a parlé ce matin de la troisième révolution technologique, c'est celle effectivement sûrement de l'hydrogène. En tout cas, certaines personnes le pensent. Et cette démarche du temps long pour l'hydrogène a encore besoin de beaucoup de maturation, et c'est ce qu'on a bien entendu depuis ce matin. C'est pour ça que je ramène un petit peu par mes propos à une réalité à la fois économique, mais à la fois aussi écologique, parce que l'écologie, c'est pas simplement d'abandonner quelque chose qui existait hier et qui effectivement s'avère ne plus être adapté à la réalité, notamment par rapport au climat, mais c'est aussi de trouver et d'avancer à petits pas vers le projet, effectivement, de la décarbonation. Maintenant, je dirais que les choix politiques sont une chose, les choix économiques en sont une deuxième, mais les choix logistiques et de réalité en sont aussi une troisième. Donc, si on prend ce produit GTL, qui apporte, donc j'ai dit tout à l'heure, une amélioration pour les NOx, il améliore aussi le CO2 très faiblement, 11% maximum, peut-être voir si on prend ce qu'on appelle de la source à l'hélice pour les bateaux, ben, il serait presque équivalent au gazole, mais il a d'autres avantages. Il a zéro de soufre, donc c'est un produit qui n'a absolument aucun soufre puisqu'il est issu de gaz. Donc il n'y a plus d'aromatique, donc c'est un produit qui n'a pas d'odeur. C'est un produit qui émet très peu de particules, donc c'est une baisse majeure des particules fines. Donc il est beaucoup plus accepté par, je dirais, toute l'activité fluviale intramuros dans les agglomérations, et notamment par les populations. Et on l'a vu notamment à Strasbourg, où je peux dire qu'un des éléments qui a été mis en place depuis ces 2 dernières années, tous les bateaux fluviaux de promenade de passagers sur Strasbourg sont maintenant au GTL, donc au gaz sous liquide. Et c'est la grande satisfaction, effectivement, des populations. On a fait après une démarche par rapport à ce produit qui a été importante au niveau de la ville de Paris. Il faut savoir que la ville de Paris, c'est 8 millions. Aujourd'hui, la crise du Covid nous sort un petit peu, excusez-moi, nous sort de cette réalité, mais c'est 8 millions de touristes qui viennent par an et qui vont sur les bateaux promenades. Et
un élément qui a été très important. Après 2 ans de beaucoup de négociations, de discussions, de mise en place logistique, nous avons réussi à faire en sorte que l'ensemble de tous les bateaux du bassin du port de Paris tournent maintenant au GTL. Pour ce faire, ça n'a pas été si simple, et je pense que les gens qui nous écoutent comprendront ce qu'est le temps de mise en place de produits qui existent déjà et qui sont efficients. Il a fallu quand même 2 ans pour pouvoir convaincre l'ensemble des acteurs de passer à ce produit qui est plus cher forcément que le gazole. On l'entendait tout à l'heure sur le problème du GNL par rapport au fuel lourd dans ce que nous a été présenté, qu'il y a un problème aussi de gestion économique et que dans ce problème de gestion économique, il a fallu pour nous qu'on choisisse le produit qui allait de l'avant vers une amélioration écologique, mais qui également pouvait être entendu par les acteurs. Les acteurs l'ont entendu, donc ça veut dire qu'ils ont validé le produit. Il y a eu beaucoup d'essais, les bateaux mouches ont fait des essais, les bateaux parisiens ont fait des essais, sociétés comme Skila ont fait des essais, Lafarge a fait des essais, Cemex a fait des essais. Donc partout, on a passé beaucoup de temps à convaincre les responsables sécurité environnement de chacune de ces structures, à tel point que nous avons même dû, et ça c'est pour que vous compreniez la chaîne réelle du terrain réel, nous avons constitué une société spécialisée dans l'accompagnement et l'explication en termes de RSE, donc tout ce qui est QHSE, pardon, tout ce qui est QHSE, donc la sécurité, la qualité, l'environnement et la sécurité. Aujourd'hui, l'avantage de ces produits et de ces biocarburants, donc je nomme le GTL, mais il y a aussi l'oléosan, il y a aussi le HVO, donc des produits qui proviennent de l'agriculture. Un problème de l'agriculture, c'est que ces produits ont eu une mauvaise presse. Les raffineurs ont fait beaucoup d'efforts, notamment en France, avec la fermeture de 2 raffineries, une qui va fermer là à la fin du mois de mars et une qui a fermé il y a 3 ans dans le sud de la France, pour les transformer en raffineries de biocarburants. Et là, il y a eu bien sûr des réalités terrain qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas assez de colza, il n'y a pas assez de production agricole pour pouvoir fournir les volumes nécessaires à produire les biocarburants pour qu'on puisse répondre à toute la demande qu'il pourrait y avoir aujourd'hui. Donc, il faut passer par d'autres végétaux que le colza, et notamment l'huile de palme, qui a fait une mauvaise publicité, puisque l'huile de palme, on sait que c'est la déforestation. Donc, on sait que toutes ces techniques qu'on est en train de réfléchir, elles ont du bon dans la finalité de ce qu'est aujourd'hui le transport fluvial et maritime, mais elles ont aussi des répercussions qui ne sont pas parfaites par rapport à d'autres problèmes en matière d'écologie. Donc, sur ce point-là, aujourd'hui, c'est un vrai succès. On a mis 10 ans pour arriver à ce succès au quotidien. On a travaillé beaucoup avec E2F, qui est la structure fluviale, parce que c'est surtout sur le fluvial qu'on a réussi à faire avoir cette victoire. On a mis 10 ans avec eux, avec cette fédération des entreprises fluviales de France, et petit à petit d'être entendu aussi par un autre volet que je pense nos étudiants doivent bien entendre, c'est le volet de la réglementation. Donc on parle aujourd'hui de beaucoup de produits, mais aucun de ces produits, en majorité, n'a obtenu, en termes de réglementation, en termes de distribution, l'agrément de la part des différentes administrations de tutelle, notamment la DGITM et la DRIEA, qui sont les organismes qui accréditent les bateaux et fournissent aux bateaux les documents qui leur permettent de fonctionner avec telle ou telle technologie ou avec tel ou tel moteur ou avec telle ou telle norme de construction. Il faut savoir aussi, dans la distribution, il faut faire en sorte que cette distribution, elle soit large, qu'elle réponde à l'ensemble de tous les acteurs. Et ça, c'est aussi un vrai problème, un vrai casse-tête, puisque vous avez sur les ports, et on distribue nous dans les ports à la pêche, il y a un certain nombre des coques de pêche et les bateaux de pêche également. On livre aussi les chantiers comme les chantiers de Saint-Nazaire,
Voilà, on a un certain nombre d'acteurs avec qui nous travaillons et chacun a des spécificités qui sont très particulières. Si vous prenez aujourd'hui la réalité pour STX, donc vous citez Saint-Nazaire, les chantiers de Saint-Nazaire, s'ils veulent aujourd'hui faire des essais de produits avec des produits pour leurs nouveaux bateaux, il n'y a plus de ressources pour pouvoir les livrer autre qu'au départ de Fos ou au départ de la Belgique, puisque plus aucune raffinerie en France ne fournit du fuel, le fuel qui correspond à leurs besoins. Ça les amène aussi, et ça c'est un point positif, à réfléchir et à faire des demandes aujourd'hui vers justement des produits alternatifs, et notamment des produits avec une teneur en soufre basse. Et le DML fait partie de ces produits, donc ils sont petit à petit, eux, passés du fuel lourd à du gazole. C'est une obligation de la zone ECA, mais ils le font. Et maintenant, ils s'interrogent également à passer sur des produits comme le GTL. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi la logique ? Monsieur Barra, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez passer à la conclusion ? Oui. Donc, le problème, après, c'est la logistique. Parce que pour pouvoir distribuer plusieurs produits, il faut plusieurs zones de stockage. Et il faut une géographie de stockage. Et il nous a fallu 2 ans pour pouvoir amener le produit à Rouen, pour pouvoir déjà livrer tout le bassin de la Seine. Il nous a fallu 1 an pour l'amener à Strasbourg. Il nous a fallu 3 ans pour l'amener à Fos. Pourquoi ? Parce qu'en contrepartie, si vous voulez, des acteurs qui sont demandeurs de produits, eh bien, il faut un volume. Parce que sinon, économiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous ne pouvez pas louer un bac de 3000 m3 et ne le faire tourner que de 500 m3 ou de 1000 m3 parce que vous avez quelques clients. Donc, il y a un temps long d'adaptation et je pense que pour tous les produits dont on a parlé ce matin, j'ai beaucoup d'espoir à cette 3e révolution industrielle de l'hydrogène. Je fais partie des gens qui sont à l'écoute et qui voudraient distribuer aussi ces produits-là par tanker, parce qu'on a, nous, des tankers. On voudrait le faire, mais on est très conscient qu'il y a une réalité du terrain qui n'est pas en ligne avec ce qui est aujourd'hui dit par la presse ou avancé par un certain nombre d'acteurs comme si c'était pour demain matin. Donc, ce n'est pas pour demain matin et il fallait trouver quand même des solutions pour baisser le CO2 et pour baisser les différents problèmes que pose aujourd'hui l'environnement et les demandes de l'environnement par rapport aux produits dits fossiles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vois que, comme tous les autres intervenants, vous dites qu'il faut un temps long, et c'est vrai qu'il faut un temps long, et l'impatience qu'on remarque dans les médias, voire chez les politiques, va souvent à l'encontre de ce temps long nécessaire, et on est là pour justement insister sur le fait que les choses avancent, les gens travaillent, mais il faut leur donner le temps de faire ça correctement. Voilà. Merci en tout cas pour cette démarche. Et donc maintenant, on va passer aux carburants solides, si je peux dire, ou en tout cas qui ne sont plus liquides, c'est-à-dire l'électricité et le vent. Et je vais passer la parole à Monsieur de Montgros, qui va nous parler de bateaux électriques focalisés sur les parties cargo, parce qu'évidemment, on pourrait parler des bateaux de plaisance beaucoup. Monsieur de Montgros, vous avez la parole. Oui, je vais peut-être partager, si vous voulez. Partagez. OK. Est-ce que vous voyez l'autre après, l'autre diapo? C'est bon? Encore? C'est bon? Okay. Oui, non, la première. Non, mais c'est bon, voilà. C'est bon, j'ai partagé là. Parfait. C'est bon? Donc, merci. Je suis très heureux de vous présenter des solutions de propulsion électrique pour bateaux. Je suis président d'une association qui est l'Association pour le développement du bateau électrique, qui a pour objectif, depuis 1994, de développer cette propulsion. Nous pensons très, très sérieusement que la France peut et doit devenir un leader mondial dans cette filière du bateau électrique. Je vais expliciter ce que l'on peut faire avec et vous donner quelques exemples. La technologie de propulsion sur batterie est aujourd'hui très, très mature et je vous le montrerai par quelques exemples. Regardons tout d'abord les technologies. Et d'abord, un petit rappel, le premier bateau électrique sur la Seine a été mis en œuvre en 1881 par un monsieur Trouvé dans le 2e arrondissement. Donc, ce n'est pas d'hier. On était au départ sur des technos de batterie au plomb, on est passé sur du nickel-cadmium
Et depuis 2010, on fait une transition rapide vers le lithium, toutes sortes de lithium, puisqu'il y en a qui sont plus pour la puissance et d'autres pour l'énergie. On est sur des batteries lithium aujourd'hui qui ont des durées de vie de 8 à 12 ans, qui peuvent faire 3000 à 6000 cycles. Et comme la gamme des bateaux est très large, on a des capacités entre 5 kWh, mais jusqu'à 6 MWh. On peut refaire la charge à partir d'un câble sur le réseau ou par induction, sans même brancher de câble. Le gros avantage en France, c'est que notre énergie est décarbonée à 95% pour l'énergie du réseau. Et donc, quand on se branche sur le réseau, on est décarboné. Les moteurs existent couramment entre 1 kW et 5 MW et même au-delà pour les très gros bateaux. C'est des moteurs électriques, ils sont fiables, ils ont des couples très forts et ils sont sans entretien. Le gros avantage, c'est que comme ils ont beaucoup de couples, ça fait des bateaux très manœuvrants. La capacité de passer en électrique aujourd'hui, c'est tout à fait faisable en pur électrique sur des bateaux jusqu'à 100 mètres, dans la limite de la vitesse de carène, c'est-à-dire que sur des bateaux qui ne vont pas plus vite que 70% de leur vitesse de carène. Et au-delà, on va passer sur des bateaux hybrides, soit pour aller plus vite sur certaines périodes, soit parce qu'on est sur des beaucoup plus grandes capacités ou des autonomies au-delà de 12 heures. Les avantages de la propulsion électrique, c'est qu'on est sur des technologies matures. On utilise aujourd'hui des batteries recyclables avec un faible impact environnemental. Il faut savoir que les batteries lithium, elles vont avoir une deuxième vie en batterie stationnaire. Une fois qu'elles ont perdu 20% de leur capacité, elles vont faire encore 10-15 ans en batterie stationnaire. Et puis ensuite, elles seront recyclées. On a un autre avantage sur la propulsion électrique à partir de batteries, c'est que le rendement entre la production d'électricité verte quelque part en France et l'électricité qui arrive sur votre moteur pour activer l'hélice est de l'ordre de 90%. Et là, c'est difficile de faire beaucoup mieux. On est en plus très manœuvrant, très fiable, approuvé réglementairement, donc il y a peu de problèmes de ce côté-là. Et en termes de prospective, les batteries continuent à s'améliorer de génération en génération, c'est-à-dire tous les 3 ans, on a une nouvelle génération qui permet de faire mieux en termes de capacité par kilogramme, de capacité par litre et de puissance et de vitesse de recharge. Donc tout ça, ça s'améliore. Donc, on a plus de possibilités d'usage au fur et à mesure. Et l'autre point très positif, c'est que dans la suite de l'évolution des automobiles vers la voiture électrique, on a aujourd'hui une dizaine d'usines de batteries en construction en Europe. On a 3 modes de propulsion, un mode tout électrique avec une batterie et un moteur électrique, donc c'est le plus simple, le plus efficace, 0 émission. On a un mode hybride série avec du diesel ou d'hydrogène, donc là on a un groupe hydrogène ou groupe diesel qui recharge une batterie qui, elle, active un moteur. Ça permet d'utiliser l'hydrogène ou le diesel pour une extension de l'autonomie. Et on a un autre mode qui est le hybride parallèle, qui permet d'avoir des moteurs thermiques en direct pour avoir la meilleure efficacité sur des longs parcours et de passer en tout électrique dans des zones protégées à plus petite vitesse. On m'a demandé de vous présenter un peu l'état de l'art, enfin ce qui existe en France et dans le monde en bateau électrique. Je vais aller assez vite sur les petits bateaux, clairement. Mais juste vous signaler qu'on a en France 9000 bateaux en électrique en plaisance. On a aussi de plus en plus d'engins de tout type, jet ski, paddle électrifié, bateaux sur foil. Et puis de plus en plus de voiliers qui commencent à regarder le refit pour des solutions électriques. Ensuite, en transport, on va retrouver des taxis, beaucoup de bateaux passagers, donc c'est notre grande force. On a 70 bateaux passagers entre
25 et 250 places qui sont en service depuis plusieurs années en France, sur les lacs, sur les rivières et puis en côtier, et aussi des bateaux hybrides. On a aussi des bateaux qui se développent dans le secteur du bateau de service, donc entretien des ports, entretien des voies fluviales, aussi des chalands multimissions en hybride pour l'armée. On a eu deux navettes en essai en hydrogène à La Rochelle et à Nantes. Donc, on sait le faire marcher, clairement, même s'il y a encore quelques aspects réglementaires à couvrir. Et puis, une extension un peu plus loin, les sous-marins sont très souvent électriques et même souvent nucléaires. Et puis, le porte-avions est nucléaire pour ce qui est du Charles de Gaulle. Et tout ça, c'est de l'électrique. Et c'est du zéro émission. Je vais passer maintenant sur l'état de l'art dans le monde. Donc, les pays nordiques, en haut de ce document, sont très en avance. Ils ont plus de 300 navires en opération dans des catégories moyenne taille, avec la pêche et l'aquaculture, qui est un gros segment pour eux, un petit peu de bateaux de tourisme. En haut à droite, un bateau bleu qui est un bateau pour le transport des containers dans les fjords. Et puis, ils ont converti une grosse partie de leur ferry qui traverse les fjords et qui remplace les routes pour traverser les fjords en 20 minutes au lieu de 3 heures de route. Et ces bateaux travaillent toute l'année, 24 heures sur 24, et sont passés en électrique pour 70 d'entre eux en 2021. Ils regardent aussi à passer en hybride des bateaux de supply. Ces bateaux de supply, c'est des bateaux qui supportent les plateformes pétrolières en haute mer. Et ces bateaux sont souvent en attente. Et le fait qu'ils puissent passer sur batterie quand ils sont en attente fait des économies très importantes de CO2. Et de la même façon, ils sont en train de passer des gros bateaux de croisière en hybride pour être en zéro émission quand ils rentrent dans les fjords, quand ils sont au port. L'Allemagne, les Pays-Bas ont regardé des ferries. Aux Pays-Bas, on a tout un axe qui commence à travailler sur des bateaux pour le transport de fret, notamment de containers sur les voies fluviales ou les canaux. On a aussi le Canada et les USA qui sont très actifs sur des bateaux de transport de passagers, mais aussi des bateaux de pêche. L'Asie a aussi regardé ce segment, des choses très intéressantes avec des millions de passagers en Inde sur des bateaux solaires, un cargo électrique en Chine, ainsi qu'un paquebot électrique en Chine. Et on a un autre axe aussi qui est tout ce qui est les bateaux de ravitaillement, donc les bateaux qui vont amener le fuel sur les gros bateaux. Et là, c'est une activité qui est très très bien en électrique puisque c'est des bateaux qu'on peut recharger à terre en électrique et qui vont juste se déplacer pour aller livrer sur un gros cargo ou un paquebot. Et il y a des bateaux de ce type-là à Taïwan ou au Japon. On trouve aussi donc des bateaux en Russie, des bateaux passagers en électrique, mais aussi un très gros cargo en nucléaire. Et puis le plus gros brise-glace est aussi un brise-glace nucléaire. Et puis, dernière photo, en Turquie, on commence à voir la fabrication et la mise en œuvre de remorqueurs en tout électrique. Il faut voir que l'électrique est une solution qui fonctionne très très bien si on a un bateau qui a besoin d'une autonomie de 12 heures, par exemple, on peut le charger la nuit et l'utiliser toute la journée. Donc, c'est le cas d'un remorqueur, par exemple, souvent. C'est le cas de bateaux de ravitaillement qui ont des périodes d'attente et des périodes d'utilisation. Et là, l'électrique est très avantageux.
le plus gros avantage électrique étant cette super efficacité entre l'électricité produite par des énergies renouvelables vertes et l'énergie appliquée au moteur sur l'hélice, puisqu'on a absolument très très peu de perte d'énergie. On perd 5% dans le réseau pour transporter l'électricité et on va perdre 5% dans les batteries uniquement. Donc, on a un très bon rendement partout où on peut avoir une autonomie en dessous de 12 heures. Au-delà, il va falloir avoir d'autres solutions et là, on arrive sur des solutions d'hybridation. Hybridation avec le diesel, hybridation avec le gaz tout liquide, comme ça vient d'être présenté. On a des bateaux, par exemple, à Annecy, Aix-les-Bains aussi, qui sont passés au GTL et ça s'est très, très bien passé. Et puis, hybridation plus tard vers du GNL, vers de l'ammoniac, pour avoir des bateaux qui sont zéro émission quand ils sont dans une zone protégée et qui peuvent travailler avec un très bon rendement. Voilà ce tableau un peu rapide sur l'électrique. Est-ce que vous avez des questions? On a perdu François. On a perdu Et François. Écoutez, c'était très clair. C'était très clair et merci pour ce tour du monde des solutions, des innovations. Je pense que c'est quelque chose que l'on devra suivre. Alors, attendez, je crois que François nous rejoint. Alors. Peut-être juste un mot en attendant sur les batteries, parce qu'il y a pas mal d'informations qui circulent comme quoi elles utiliseraient des métaux rares, ce qui n'est pas vrai, qu'elles ne sont pas recyclables, ce qui n'est pas vrai. Enfin, il y a plein d'informations qu'il faut corriger là-dessus. On a même des fake news sur ce sujet. Alors, François est là, mais il a sa caméra et son micro coupés. François. Voilà, j'ai repris mon micro. Donc, c'est pour passer la parole à Niels Joyeux, qui va nous parler donc de la voile et de la nouvelle voile, en fait. Niels, c'est à toi. Tout à fait. Bonjour à tous. Bien, merci François, merci pour l'invitation. Je vais effectivement vous parler des voiles, donc dans une table ronde consacrée au nouveau carburant. Je suis un peu hors sujet, mais bon, c'était voulu par François, donc très bien. C'est vrai que d'abord, je voudrais commencer par vous parler. Est-ce que je pourrais partager mon écran? Parce que pour l'instant, on a toujours l'écran sur la FBE. Bon, je n'ai pas énormément de slides, hein, mais… Là, moi, je vois une photo du canopé. Ah bon, déjà? Ah, ok. Ouais. Ah, bon, ok, moi, je voyais les bateaux électriques. Mais très bien, alors. Dans ce cas… Hop. Donc, effectivement, nous, on travaille sur des projets de cargo à voile, du moins des cargos à propulsion. Apparemment, Niels, c'est toi qui as la main, et donc c'est toi qui dois nous passer tes photos. Est-ce que vous voyez toujours canopé ou pas? Non, je ne vois pas tes photos. On est toujours bloqué sur les bateaux électriques, excusez-moi. Partage ton écran, Niels. Je le partage déjà, en fait, mais moi, c'est vrai que… je pense que… Il y en a les deux là. Allez-y, on de voit à côté le canopé. Ah, monsieur Mongros, il faudrait couper votre écran, s'il vous plaît. Ah, c'était peut-être… C'est vous qui monopolisez l'affaire. Voilà, merci beaucoup. Ok, et moi maintenant, si je partage le mien, est-ce que vous voyez canopé? Oui. Ok, super. Voilà, on voit le canopé avec Zéphyr et Boré, Gifmar et la compagnie Alizé. Alizé, qui est une joint venture entre Gifmar et Zéphyr et Boré. Donc nous, on travaille principalement sur la propulsion éolienne, mais de manière générale, on se donne l'objectif de tendre vers la neutralité carbone et donc de concevoir et opérer des navires adoptant le mix énergétique le plus ambitieux possible. Donc, tout ça pour dire qu'on ne se limite pas à l'utilisation du vent et qu'on travaille aussi sur des carburants alternatifs.
Et pour parvenir à tendre vers le zéro émission, il faudra bien sûr avoir un moteur zéro émission en plus des voiles. Je voulais vous parler des principaux enjeux de la propulsion éolienne et donc de l'utilisation des voiles sur les cargos. Avant ça, juste peut-être dire un mot sur un sujet sur comment dire, l'analyse de cycle de vie et finalement l'impact aussi que peuvent avoir les carburants alternatifs. Je ne vais pas forcément me faire des amis en décrivant ça, mais je veux juste rappeler souvent que je trouve que sur le papier, on peut avoir des biocarburants ou de l'hydrogène qui peuvent avoir un bilan carbone très, très flatteur. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que quand on veut, par exemple, là, je prends l'exemple de l'hydrogène, hein, si on veut faire carburer un navire avec un hydrogène vert, il faut capter l'énergie du vent dans la nature avec un parc éolien, ensuite transporter cette électricité via un réseau électrique, ensuite avec cette électricité alimenter un électrolyseur pour produire de l'hydrogène gazeux qu'on va ensuite comprimer, refroidir, stocker, comprimer, transporter, puis ensuite souter dans un navire pour alimenter une pile à combustible qui va elle-même alimenter un moteur électrique et qui va faire tourner une hélice et à la fin faire avancer le bateau. Et donc, je dis ça de manière un peu ironique, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, toutes les installations dont on a parlé ici, elles ont un impact énorme avec chacune des facteurs de rendement et qui vont faire que l'énergie initialement récupérée là au niveau du vent, à la fin, si on veut l'utiliser pour faire avancer le bateau, on a perdu, je vais être gentil, 85% de l'énergie initiale. Donc, et je crois que le chiffre il est plus proche du 8 à 10%. Donc après, on peut bien sûr espérer que les technologies s'améliorent et qu'on arrive à augmenter ce pourcentage, mais globalement, je me permets d'être un peu ironique, mais il suffit de mettre des voiles sur le bateau pour récupérer une bien plus grande partie de l'énergie du vent et faire avancer directement le bateau. Et ça fonctionne très bien. Après, on est d'accord, il n'y a pas forcément du vent tout le temps. Et donc, c'est là qu'arrivent les enjeux de la propulsion éolienne. Je dirais que souvent, quand on parle de cargo à voile, les gens imaginent que s'il n'y a pas de vent ou si le vent est de face, on n'arrivera pas à l'heure et il y aura des gros aléas de ponctualité. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas entendable dans le monde du shipping. Et donc, on est obligé de garantir un transit time. Donc, la première des choses qu'on fait quand nous, on essaie de concevoir, de développer un cargo à voile avec un client, c'est qu'on s'entend sur des impératifs en termes de transit time, on fixe une vitesse donnée et ensuite, cette vitesse, on n'en déroge plus. C'est-à-dire qu'on intègre très bien que s'il n'y a pas de vent ou si le vent est faible ou le vent est contraire, à ce moment-là, on utilise le moteur. Et donc, il y aura des journées avec un vent catastrophique où on utilisera 100% le moteur, des journées parfaites avec un vent idéal où on pourra fonctionner quasiment 100% à la voile. Et puis, la plupart du temps, on sera entre ces deux extrêmes et on sera toujours dans un mix voile-moteur qui est très variable. Maintenant, comment on fait pour anticiper un peu ces variations de consommation ? Pour l'instant, il n'y a pas encore de cargo à voile de grande dimension, hein, de plus de 100 mètres qui était mis à l'eau. Donc, pour l'instant, on se base sur des polaires, donc des performances prévisionnelles du navire qui nous donnent la vitesse, du moins la portance générée par les ailes en fonction des conditions météo, donc en fonction de la vitesse du vent et de l'incidence du vent. Et donc, à partir de ce modèle qui permet de décrire les performances futures du navire, on va faire matcher ces polaires avec les statistiques de vent qu'on a pu observer sur les 30 dernières années ou les 10 dernières années. Et on va intégrer ça dans un logiciel de routage statistique. On travaille pour ça avec DICE Engineering, mais il y a d'autres entreprises qui le font. Nous, c'est vrai que historiquement, on travaille avec cette startup nantaise qui est vraiment en pointe sur le sujet. Et du coup, on va pouvoir simuler sur la route qu'on veut adopter, admettons, je veux dire Brest-Dakar, on va pouvoir simuler 400 routes sur l'année 2010, avec le vent qu'on a eu en année 2010, 400 routes sur l'année 2011, 400 routes sur l'année 2012, etc., etc. Et in fine, on va pouvoir dire, avec ce bateau, tel qu'il a été conçu, avec le port en lourd qu'on a voulu et les installations avec les voiles qu'on a choisies, on va réussir à économiser en moyenne au mois de janvier 27,2%, au mois d'avril 42,8%, etc., etc. Maintenant, on est d'accord,
il y a une variance, mais c'est la même que celle que subissent les entreprises qui vont, par exemple, installer un parc éolien offshore. Ils savent que certaines années, ils auront moins 10% et d'autres années, plus 10%. Mais globalement, on sait un peu où on va et ça permet de savoir à l'avance quelles économies de carburant on va pouvoir faire. Maintenant, il faut bien voir que la donnée d'entrée principale, ça va être la vitesse dont je vous parlais tout à l'heure, la vitesse moyenne qu'on veut atteindre. Plus on va aller vite, malheureusement, je vais prendre une extrême. Si on veut aller à 20 nœuds, par exemple, il y avait Brittany Ferries qui parlait tout à l'heure. Si on veut aller à 20 nœuds en transmanche, malheureusement, les voiles, elles vont plutôt traîner que porter. Et à l'inverse, si on accepte de ralentir la vitesse à, je vais dire, 8 nœuds, on peut quasiment espérer faire que de la voile, à part à certains moments pour rentrer et sortir du port. Mais à 8 nœuds, on est quasiment à 100% à la voile. Et ensuite, la plupart du temps, les cargos vont à une vitesse qui est comprise entre 8 et 20, mais plutôt à 14, 15, 16. À ce moment-là, chaque nœud va nous donner, sur une route donnée, avec les statistiques de vent qu'on a pu observer sur cette ligne, un niveau d'économie moyen qu'on va rentrer dans notre business plan. Donc, en fait, c'est une question d'approche. Après, j'avais envie de vous montrer cette slide. Soit on décide de faire, on va dire, un scénario business as usual. Et dans ce cas-là, on va dire, OK, on vise plutôt 15 nœuds. Donc, même vitesse qu'un navire conventionnel. Réduction des émissions, on est autour de 20-30% d'économie, ce qui est un peu comment dire, décevant. Et puis, on arrive à proposer le même prix de transport parce que on a un surcoût à la construction du navire avec les voiles, donc on a un surcoût en CAPEX, mais au prix actuel du baril, au prix actuel du carburant fossile, on a des économies de carburant qui permettent à peu près, aujourd'hui, avec une tonne à 450 $, à équilibrer le surcoût de CAPEX. Et donc, on arrive à proposer sensiblement le même prix de transport. Donc ça, c'est le scénario où finalement, on fait passer les économies à la voile en dernier. Et à l'inverse, si on se donne en données d'entrée la volonté de réduire très largement la consommation de carburant et donc les émissions de CO2, à ce moment-là, il faut consentir à ralentir, à aller moins vite, réduire la vitesse de 30% environ. Tout ça, c'est des ordres de grandeur. Ça dépend encore une fois de la zone géographique, de la taille du bateau et de plein de choses. Mais voilà, je veux vous donner les grandes notions. Donc, réduire la vitesse d'un tiers pour atteindre 11 nœuds. À partir de 11 nœuds, on commence à avoir vraiment des économies intéressantes. 10 nœuds, c'est l'idéal. Et par contre, il faut aussi consentir souvent à payer plus cher parce que si on va moins vite, on fait moins de voyages. À la fin de l'année, on a fait moins de round trip, enfin de tournées. Et à ce moment-là, on a transporté moins de marchandises. Et les économies de carburant obtenues n'ont pas permis d'amortir la perte d'exploitation générée par le nombre de voyages inférieurs. Voilà un peu les données. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on veut arriver à décarboner très largement la propulsion des navires, je ne parle pas des navires offshore ou qui vont faire du positionnement dynamique, mais si on veut arriver à décarboner la propulsion des navires qui transportent des marchandises, en fait, on peut déjà commencer par réduire la vitesse. Bon, ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a le slow steaming, c'est la première des bonnes idées pour réduire la consommation des navires. Ensuite, mettre des voiles. Si vous cumulez réduction de vitesse plus utilisation des voiles, vous êtes déjà à 70-80% d'économie. Et ensuite, si on complète avec tous les biofuels possibles ou les carburants de synthèse dont on a parlé précédemment, à ce moment-là, on arrive à des économies de 95%. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire en 10 minutes. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation qui est fort claire et qui nous montre là encore qu'il y a des choix à faire. Je vais moins vite et je mets moins de carbone ou je vais plus vite et j'ai plus de carbone. Ce qui prouve d'ailleurs que les solutions qu'on propose seront toutes adaptées à une partie du marché et pas à la totalité. C'est sûr que si je fabrique des maillots de bain en Chine, j'ai intérêt à ce qu'ils soient là l'été plutôt que l'hiver. Donc, je vais aller un peu plus vite pour les transporter. Mais quand j'ai 60 jours de stock en magasin et 90 jours de stock en entrepôt, je n'ai pas forcément besoin que mon bateau mette 16 jours pour venir de Singapour. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut mixer. Et comme tu l'as très bien dit dans ta dernière slide, ce qui compte, c'est de savoir si je veux moins de carbone ou si je veux plus d'économie. Voilà.
Et donc, la voile, effectivement, sera certainement bien adaptée à un certain nombre de transports. Et on a très envie de voir arriver la canopée, enfin le canopé, pour le voir fonctionner en vrai, en plus avec des produits chers et précieux que sont les corps de fusée. Bon. Mais je sais qu'il y a plein d'autres projets chez Zéphyr et Boré, et on aura certainement l'occasion d'en reparler sur des produits beaucoup plus accessibles au grand public que les corps de fusée. Voilà. En tout cas, merci à tous pour ce tour de table et cette présentation des autres énergies. Vous avez compris le message. Il faut de l'intelligence et pas que de l'artificiel, de loin. Il faut de l'énergie, et en particulier de ceux qui promeuvent tous ces nouveaux systèmes. Et puis, il faut accepter qu'on travaille sur des temps longs avec des projets à rendre matures sur plusieurs années, avec des investissements qui se comptent en dizaines de millions, voire en centaines de millions. Mais on va vers cette décarbonation que tout le monde souhaite. Et c'est vrai que le monde maritime est très actif dans ce domaine, même si pour eux, 2030, c'est demain matin, 2050, c'est bientôt, et bon, les perspectives, ça va jusqu'à 2070 pour ce qui nous concerne. Merci donc à tous. On tiendra à disposition les présentations que vous voudrez bien nous donner pour ceux qui seraient intéressés.